Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de rien du tout. Où aujourd'hui en fait, c'est dimanche, il fait pas beau, il pleut, il pleut plus, il pleut plus. Là, je dois admettre qu'il pleut plus, mais bon voilà, il y a des nuages de poids quoi, comment on appelle ça, les nuages de poids quoi, c'est brumeux quoi dehors, c'est pas agréable. Et donc je savais pas trop quoi faire et m'est venue l'idée de d'effectuer un défi vraiment très important, très impressionnant, qui est de parler non-stop pendant 1 heure. Alors bon, à vrai dire, cette idée, elle germait dans ma tête depuis pas mal de temps hein, quand même, hein, parce que ça fait, je pense que ça peut même compter en années. Hein, ça fait plusieurs années que j'avais envie de faire ce truc. Mais bon, j'ai jamais vraiment fait le premier pas vers ce défi. Je sais pas pourquoi. J'ai eu 1000 occasions de le faire, je ne l'ai jamais fait. Aujourd'hui, je me suis dit, bah là, c'est le moment de le faire. C'est le moment de mettre à terme toutes ces années d'attente et de faire ce défi-là. Alors, pourquoi vous devez sûrement vous demander pourquoi j'ai voulu faire ce truc. Qu'est-ce qui m'a poussé, qu'est-ce qui m'a donné l'inspiration peut-être même de faire ce défi, de parler pendant 1 heure. En fait, c'est vraiment tout con. C'était un YouTuber. Je sais pas si vous le connaissez parce qu'il n'était pas non plus très très connu. C'était un YouTuber qui s'appelait Prinque. Prinque, qui avait fait, donc il faisait des vidéos à l'époque, mais je crois qu'il a tout supprimé depuis, puisqu'il a fait des nouveaux trucs. Aujourd'hui, je sais même pas s'il est encore actif. Ce n'est pas important, ce n'est pas intéressant. Mais bref, parce qu'il avait fait un truc pour le Fanta XU à l'époque. Il avait participé, je l'avais découvert comme ça, et puis c'était sympa. Il avait fait un petit truc interactif. Bon, bref, je m'égare. De toute façon, j'aurai tout le temps pour m'égarer puisque ça fait que 2 minutes 30 que la vidéo est lancée. Bref, tout ça pour dire, il avait fait justement une vidéo dans laquelle il parle pendant 1 heure. Et ça m'avait... donc ça, c'était il y a peut-être 10 ans, hein, peut-être un peu moins. Ouais, 8 ans, 7 8 ans. Et ça m'avait interloqué parce que j'avais trouvé ça marrant comme concept. Parce qu'en soi, il n'y a pas de trame, il n'y a, pas de- y a pas de sujet prévu, il n'y a pas de plan qui est écrit en amont pour parler. C'est vraiment, il lance la caméra, il se met à parler, et puis après, au fur et à mesure que ça avance, eh ben, il va tout naturellement arriver vers certains sujets, traiter certaines choses, ouvrir des parenthèses, en rouvrir d'autres, les refermer, etc. Et ce pendant 1 heure. Bon, lui, le truc en plus, c'est qu'il lui, pendant qu'il faisait cette vidéo-là, il marchait dans la nature. Donc il y a un déplacement, il y a une certaine action en plus de parler qui, qui, qui fait qu'il nous emmène avec lui. Ce n'est pas le cas ici parce que, bah, comme je l'ai dit, il fait pas beau. Et puis j'ai la flemme, pour tout vous dire, de sortir et de prendre une caméra à la main et puis de me filmer pendant 1 heure. Ceci étant, donc j'ai trouvé ça super intéressant comme concept. Donc voilà, je vous le dis, c'était il y a 8 ans en arrière. Hein. Et donc ça, c'était un truc qui m'avait pas mal intéressé, qui me tentait bien. Juste pour voir si j'étais capable de tenir une conversation pendant 1 heure, parce que si vous voulez, moi je suis plutôt du genre à ne pas avoir la conversation, pas vraiment. Quand je suis avec des gens, c'est pas souvent moi qui vais avoir la conversation, qui vais trouver le sujet à aborder avec les gens. Donc souvent, d'ailleurs, ça me, c'est pas que ça me gêne, parce que voilà, c'est ma nature, mais des fois j'ai peur justement d'être ennuyant en fait à cause de ça. Est-ce que la personne avec qui je suis est vraiment à l'aise avec moi, vu que moi je n'ai rien à dire. Bon, vous allez vous dire après, c'est dans des situations où du coup aucun d'entre nous ne parle. Donc c'est à dire que la personne en face n'a rien à dire non plus. Mais je sais pas, j'ai quand même ce truc
certain sens de la responsabilité, si vous voulez. Je suis responsable du silence global. Alors que non, c'est une atmosphère commune, en fait, si vous voulez. Mais, euh, mais voilà, et puis même au-delà du silence, à chaque fois que je suis dans une conversation avec quelqu'un, c'est parce que c'est l'autre qui a initié la conversation, si vous voulez. Donc ce n'est jamais mon fait. Ce n'est jamais moi l'initiateur de la prise de parole, si vous voulez. Et bah, force. Parce que, si vous voulez, moi, j'avais toujours cette idée en tête que. Ça, c'était surtout quand j'étais plus jeune. Bon, j'ai 22 ans aujourd'hui, je suis toujours jeune, mais quand j'étais encore plus jeune que ça, je me disais, bah là, oui, bon, c'est vrai que j'ai pas de conversation, mais ça va venir. Il suffit que je grandisse un peu, que je mûrisse un peu, et puis ça viendra naturellement et tout. Sauf que bah, plus ça avance, plus je me rends compte que non, finalement. Le silence béant est toujours la couverture dans laquelle je me glisse, peut-être par sécurité. Parce que voilà, j'ai toujours été de toute façon. Oui, ça part dans un podcast autobiographique, j'en avais plus rien à foutre. J'ai toujours été, si vous voulez, dans mon coin, d'une nature un peu discrète, naturelle, c'est-à-dire que j'ai jamais eu vraiment besoin, depuis que je suis tout petit, hein, de sortir de chez moi, d'aller voir des gens, de faire des trucs. Je me satisfais de peu, si vous voulez. Et, euh, et donc peut-être que c'est une habitude en fait que j'ai prise de me terrer dans ma tanière, hein, qui est ma chambre, et donc de ne pas prendre l'habitude de discuter, et donc, par conséquent, de trouver des trucs à dire, puisque inconsciemment, presque viscéralement, je n'ai pas forcément le besoin de partager des choses. Ce qui est plutôt, ce qui n'est pas forcément très juste, puisque j'ai des passions, par exemple, et c'est toujours un pur bonheur et un pur plaisir de partager ce qu'on aime aux gens, et ça c'est quelque chose dont je suis très conscient. Surtout que plus ça avance, euh, plus le temps passe, plus je m'accommode de la présence d'autrui. Ça ne veut pas dire que je suis devenu 100% comment on dit, extraverti, hein, c'est très faux. J'ai encore du mal à m'insérer socialement. Enfin, du mal. Je suis plus ou moins inséré socialement, mais c'est-à-dire que quand je rencontre des nouveaux groupes de personnes, c'est assez compliqué de rencontrer et d'aller parler aux autres. Et là c'est le moment où je perds le fil. Je sais plus du tout où je voulais en venir. Oui, voilà, oui. Euh, j'éprouve un plaisir à aller voir les gens. Enfin, à aller côtoyer les gens que je connais, que j'aime, etc. Ce qui était moins flagrant avant, où je demandais pas forcément ça. C'est pas que je le demande plus aujourd'hui, mais si vous voulez, ça me fait plus plaisir maintenant quand j'ai l'occasion qu'avant. Bref, tout ça pour dire, je n'arrive toujours pas aujourd'hui à lancer la conversation, à trouver le sujet qui conviendra à l'interlocuteur et à moi. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu initier ce truc-là. D'autant plus que, alors ça c'est encore un autre sujet, mais là par exemple typiquement, je n'ai rien préparé du tout. Là j'ai rien préparé. Justement le défi réside à allumer la caméra et puis parler comme ça, à parler comme ça quoi. Et donc, euh, il y a un petit freeze là, non? Non. Donc, justement, j'ai comment dire ça? C'est-à-dire que quand je parle à des gens, il y a un truc qui est assez fantastique,
qui m'arrive, et je pense que ça peut arriver à pas mal d'entre vous. C'est-à-dire que j'ai tendance, alors bon, ça se ressent pas trop là, j'ai l'impression, mais j'ai tendance à ne pas me souvenir, à oublier les mots. Voilà, à oublier mes mots sans arrêt. Tout le temps. Tout le temps. Mais vraiment, au moment où il ne faut pas les oublier. C'est-à-dire que quand je suis tout seul, que je réfléchis, que je pense à des trucs, là, l'expression elle est folle, elle est riche, elle est claire, limpide. Rien à dire, tu vois. Et dès que je commence à parler à des gens, et puis que je commence à élaborer mes propos, à les développer et à utiliser certaines tournures, voilà, il n'y a plus rien qui me vient. À un tel point qu'en fait, ma parole dépasse ma pensée. Enfin, ma parole est plus rapide que ma pensée. Donc, en gros, je patauge dans la smoule. Je commence des phrases, je sais pas comment je les finis. J'utilise des expressions, donc ça devient pompeux, sauf que ça n'a plus aucun sens parce que, comme au fur et à mesure que je parle, j'oublie le début de la phrase, donc je n'arrive plus à accorder tout le bazar, à utiliser les bonnes formulations, la bonne grammaire. Et donc à la fin, ça fait des phrases assez pauvres et qui n'ont aucun sens. Ce qui est, bon, voilà, ce qui me fait passer plus ou moins pour un con, si vous voulez. Et ça m'arrive souvent, hein, c'est vraiment presque tout le temps, à chaque fois que je parle avec des gens, mais même quand il n'y a pas de pression ou quoi, quand je parle avec des amis ou de la famille ou n'importe qui, il y a toujours un moment où je me perds dans ce que je dis, parce que j'oublie mes mots, j'oublie ma phrase, je continue et du coup, bah, tu sais, ça fait un peu comme les gens qui parlent, qui commencent leurs phrases, mais qui les finissent pas vraiment, mais ils continuent à parler. Du coup, c'est pas clair, le vocabulaire est pauvre. Tu sens que la personne n'est pas à l'aise, ouais. Là, tu vois, par exemple, là, j'ai commencé ma phrase en tutoyant et ensuite j'ai dit vous voyez. Bon, c'est pas grand chose, mais voilà. Tout ça pour dire quoi? Ça fait déjà 12 minutes que je parle. 12 minutes quand même, hein. Vous vous rendez compte, ça fait déjà 12 minutes que je parle. Et j'ai pas dit grand chose. Euh, Donc voilà, je voulais juste voir si c'était possible de développer une certaine éloquence. Bon, après, mon but, c'est pas non plus d'être un homme politique. Mais voilà, oui, voilà, c'était un peu de la même manière que. En fait, la manière dont je parle, c'est un peu comme un genre de langue de bois, mais sans objectif derrière, vous voyez, c'est-à-dire que, pardon, la langue de bois, pour ceux qui ignoreraient le sens de ce terme, c'est en fait le fait de... C'est l'art, c'est un art, hein, c'est un véritable art de parler pour ne rien dire, hein. C'est-à-dire que on développe une phrase très construite qui, à la fin, ne veut rien dire. Enfin, n'apporte rien en fait. C'est un peu un procédé utilisé, notamment politique, lorsque l'on pose une question euh, sur un plateau un peu... une question pas dérangeante, mais un peu gênante à la personne. La personne n'a pas forcément été très préparée à cette question, ou ne sait pas tout à fait quoi répondre, mais il faut, voilà, c'est le métier qui veut, il faut répondre du tac au tac, il faut pas qu'il y ait d'attente, il faut tout de suite répondre. Donc ce que la personne va faire, c'est que elle va développer un petit stratagème pour continuer à réfléchir sans laisser de silence. Donc elle va commencer une phrase. Elle va commencer une phrase en disant alors voilà, donc vous me demandez pourquoi, c'est une très bonne question, je vais vous répondre tout de suite, etc. C'est vraiment du remplissage, comme ça pendant qu'il parle, l'individu va pouvoir réfléchir, et je vais allumer la lumière parce il fait un peu sombre, et donc il va réfléchir à la manière dont le linge sale
entre dans le champ, vous voyez. Et donc voilà, moi c'est donc ce que je disais, c'est que c'est un peu la langue de bois, mais sans but derrière, parce que pour moi il n'y a pas de but de réfléchir à ce que je vais dire. Enfin, si, du coup il y a ça, mais c'est pas parce que je ne sais pas quoi répondre. Je sais quoi dire, mais je ne sais juste pas comment le formuler, et je me piège moi-même à commencer une phrase trop compliquée, trop complexe, quoi. Voilà, voilà. Euh, Et quand je ne parle pas de manière compliquée, juste je fais des phrases qui n'ont aucun sens. Donc voilà, mon éloquence n'est pas des plus qualitatives. Là, je pense que je m'exprime plutôt... Enfin, j'ai l'impression que je m'exprime plutôt bien parce que je suis seul. Ça, je pense que ça aide beaucoup. Je suis juste face à une caméra, tout seul, je parle avec personne, je suis pas sur un podcast ou quoi que ce soit. Donc là, fatalement, et ça nous renvoie à notre place dans la société. Ma place dans la société, c'est-à-dire que là, typiquement, je pars dans un sujet que je ne maîtrise pas, je ne sais pas pourquoi j'ai lancé ce sujet, donc là, vous allez me voir bien patauger dans la semoule pour que je trouve un truc à dire à propos de ma place dans la société, parce que ça nous renvoie à l'image même de la valeur ambitionnelle, si vous voulez, que l'on porte soi-même sur sa propre vision de la carrière. Donc si on devait réduire la question à sa forme concrète, ça voudrait dire que est-ce que je suis capable dans la société de me placer autre part que dans un coin. C'est-à-dire que voilà, est-ce que c'est possible de s'affirmer et de réussir à transcender, si vous voulez, son espace, sa bulle, et à passer au travers pour pouvoir avancer et grandir et apprendre de nouvelles choses. Voilà, donc c'est un peu le but sans vouloir être désagréable. Voilà, encore une fois, j'ai employé ce terme sans vouloir être désagréable. Pourquoi il n'y a rien de désagréable là dans ce que je dis? Enfin, je crois pas. J'ai dit cette phrase sans aucune raison parce que il y a un certain automatisme qui se crée dans la prise de parole. Mon cerveau, là, je l'ai mis en mode il faut parler pendant 1 heure. Donc voilà, il va parler pendant 1 heure. Et il y a un truc que je viens de penser là, qui est un peu idiot de ma part, c'est que je vais parler pendant 1 heure, mais pourtant, je n'ai pas prévu d'eau. Voilà, si vous voulez, j'ai une bouteille là, qui est complètement vide. Mais si je vais, la remplir, ça veut dire que je vais m'absenter pendant un certain temps. Aussi court soit-il, hein, mais je vais m'absenter. Et donc c'est dommage parce que le but c'est de prendre la parole sans s'arrêter. Voilà, là ça fait 18 minutes que je prends la parole sans m'arrêter. Je suis bien parti, si vous voulez. Je suis bien parti. Donc là, si je m'en vais, et c'est là qu'on se rend compte de la difficulté de ce qu'on entreprend, parce que le cerveau, il a quand même un truc assez extraordinaire qui se rend pas compte de... En fait, il est incapable, et c'est un peu une mesure de protection hein, pour se protéger, mais il est incapable de rationaliser le négatif. Euh, Là, je parle de l'anticipation, bien sûr, hein. Si vous est arrivé des choses absolument horribles, dans votre expérience personnelle, dans votre vie personnelle, que ce soit physique ou morale ou psychologique, euh, évidemment, des séquelles sont gardées. Ça dépend en quoi, encore une fois, mais ça, je pourrais y revenir sans problème. Donc voilà, le traumatisme est là, il existe. Et encore, le cerveau fait toujours son maximum pour enterrer un peu les traumatismes par mesure de protection. Donc, ce que je disais, c'est que en termes d'anticipation, le cerveau est incapable de rationaliser la souffrance, le négatif, euh, qui engendre une décision. Donc là, par exemple, je risque, par toute la salive que je vais consommer en parlant, je risque de très fortement assécher ma gorge et je vais peut-être mourir en fait. Je vais peut-être littéralement décéder
mais mon cerveau est incapable de le rationaliser tant que ça ne m'arrive pas. J'ai un exemple très précis en tête sur la rationalisation de la douleur. Et c'est bien parce que ça fait un petit sujet qui va pouvoir me prendre plusieurs minutes. C'est c'est que j'ai un pote, bon là de facto plusieurs potes, qui sont complètement fous, complètement tarés, qui, à l'instar de... Et là, c'est là que j'ai oublié le nom du gars. Et je vais devoir le retrouver. Euh, comment dire? Bon, là, ça se mélange dans ma tête, c'est parce que je sais pas où donner de la tête. Mais je vais revenir au début. Au début de l'histoire, c'est plus simple. Est-ce que vous voyez le film La Longue Marche? La Longue Marche, donc, il y a un film qui est sorti l'année dernière, non, même pas l'année dernière, il y a quelques mois, en 2025, adapté d'un roman, pardon, de Stephen King, qui raconte l'histoire de 50 jeunes volontaires qui participent à un événement gouvernemental annuel. Donc en fait, c'est 50 jeunes qui doivent marcher sans s'arrêter. Et quand ils s'arrêtent, ils sont butés. Et donc le but, c'est qu'il en reste plus qu'un. Et donc je suis allé le voir avec mon pote au cinéma. Et le lendemain, il me fait: Ouais, tu vois le film La Longue Marche? Bah oui, parce que oui, je vois, oui, on y allait hier, donc je vois plus ou moins de quoi tu parles, oui. Il me fait: Ouais, ça te dirait pas d'essayer ce truc-là et de juste marcher aussi longtemps qu'on peut pour voir combien de temps on tient, parce que dans le film, il marche pendant une semaine. Et puis il marche pendant une semaine et puis ouais, des fois ils sont un peu crevés, mais ils gardent quand même la cadence parce que oui, dans le film, il faut qu'ils marchent à 5 km/h minimum. Donc s'ils descendent les 5 km/h, ils se font buter. Donc pendant 6 jours, pendant 7 jours, ils marchent à 5 km/h. Ils sont là, tranquilles, ils gardent la cadence, c'est bien. Donc on s'est dit à quel point ce film est-il réaliste. Allons-y, vas-y, viens avec moi, on va marcher sans s'arrêter. Moi je lui dis, bah si tu veux, dans l'absolu, pourquoi pas. Parce que là, encore une fois, mon cerveau ne rationalise pas la douleur. C'est un effort physique que je n'ai jamais été amené à faire. J'ai fait des efforts, ça se voit pas forcément avec ma dégaine, mais j'ai fait des efforts physiques, comme tout le monde, j'ai fait du sport. J'ai poussé mes capacités jusqu'à ces retranchements, enfin ce que je pensais être ces retranchements. Voilà, je me suis mis dans le mal. Ça, il n'y a pas de souci. Et, et donc là, le fait de le faire vraiment pour pousser son corps jusqu'à ses plus gros retranchements, mais les retranchements ultimes, qui est que là, le corps n'en peut plus, il n'en peut plus du tout, il s'arrête, il appuie sur le bouton off. Je me dis, ok, ça peut être intéressant. Donc mon pote, il fait ses recherches et tout, et puis il revient vers moi, il me dit, ouais, voilà, euh, en fait, si on a envie d'effectuer ce que l'on appelle une marche sans fin, il faut pouvoir trouver un itinéraire qui soit suffisamment long, en fait presque infini, pour que on ne soit pas victime de la limite du dit itinéraire. C'est-à-dire que vraiment emprunter un chemin qui soit suffisamment long pour que la fin de la marche soit due à notre corps plutôt qu'au chemin lui-même. En fait, il m'avait dit, bah là, dans les faits, c'est quasiment impossible parce que pour ça, il faudrait presque louer des routes, des morceaux de route. Enfin, ça demanderait une organisation énorme en fait. Et puis, ouais, parce que on sait pas trop si on y va tel quel, on sait pas trop à quel point on peut marcher sans s'arrêter. Peut-être qu'il y a des moments où on va de facto être obligé de s'arrêter, etc. Et c'est pas ce qui est demandé, quoi. Donc, autant prévoir plus petit, suffisamment grand quand même pour que la marche devienne un défi, mais autant prévoir plus petit. Comme ça, on peut quand même faire un truc assez intéressant et puis sans trop se casser les couilles. Donc, il prévoit un itinéraire de 37 km.
Donc 37 km, pour faire une petite idée, ça correspond à... Voilà. J'ai aucune idée de ce que ça représente 37 km. En tout cas, on a commencé en Eure-et-Loire et on a fini dans les Yvelines. C'est tout ce que je peux vous dire. Et, et donc voilà, moi je me dis, ok, 37 km, ça représente, à 5 km/h, ça représente à peu près 8-9 heures de marche. 8 heures de marche. Donc, pensez bien, marcher pendant 8 heures sans s'arrêter. Sans s'arrêter. 8 heures de marche, il y a des gens, ils peuvent dire, oui, bah, 37 km, c'est ce que j'ai fait à l'armée. Ça n'a pas cassé trois pattes à un canard. Oui, ça fait un petit effort, mais ça va. Oui, mais quand vous faites ça, vous faites des pauses. Toutes les 2 heures, vous vous arrêtez un peu, vous buvez de l'eau, vous vous posez et tout, vous contemplez la nature, et puis, une fois être bien reposé, une fois avoir bien mis ses pieds à l'air, on repart. Et on est neuf. Mais là, c'est pas l'idée. Et, euh, et donc, on y va, et l'objectif, en fait, c'était d'y aller sans se préparer. C'est-à-dire que moi, ça fait 20 ans que j'ai pas fait de sport, mais j'allais y aller quand même pour voir à l'heure actuelle, en l'état, comment mon corps allait-il supporter cette épreuve physique. Ce qui était un peu con, c'est que j'avais rien du tout d'optimisé pour faire cette expérience-là. C'est-à-dire que je n'avais pas de chaussures adaptées. Écoutez-moi bien ce que j'ai porté. Des chaussures de ville, non. Des tennis? Non, je ne fais pas de tennis. Des baskets? Je ne fais pas de basket. Des chaussures de sécurité neuves. C'est-à-dire que je les avais sorties tout juste de la boîte. Je les portais pour la première fois. Donc déjà des chaussures neuves. C'est rigide. Ça fait un peu mal aux pieds parce qu'il faut que, voilà, faut que les chaussures s'habituent à la forme de tes pieds et avec le temps, elles se forment, vous voyez. Et en plus des chaussures de sécurité. Les chaussures de sécurité qui, je le rappelle, ont au bout une plaque en métal, je sais pas si c'est du fer, je crois que c'est du fer, mais je suis pas sûr. En tout cas, une plaque en métal pour justement protéger le pied d'éventuels objets qui tomberaient dessus. Donc vraiment le truc bien dur, quoi. Pas du tout adapté pour de la randonnée extrême. Pas du tout. Et... Oh le con, j'ai arrêté l'enregistrement. Quel couillon. Quel couillon je suis. Oh là là, je suis un couillon. Donc ça fait 28 minutes que je parle. Putain. Bref. Je suis deg. Je suis anéanti. C'est pas grave. Donc, bah du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, donc tout naïf que je suis, bah je prends ces chaussures, je me dis que c'est bon en fait, je peux les prendre. Donc j'y vais. Et, et donc, et aussi en termes de sac à dos, normalement quand t'es en randonnée, t'as un sac à dos spécial. Je sais pas comment ça s'appelle, mais vous voyez très bien de quel genre de sac à dos je parle. C'est vraiment des sacs à dos bien. Voilà, là je peux plus parler. Vous voyez, j'arrive à ce que je vous disais au début de la vidéo. Euh, tac, 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 tac. Et donc, ah là là là, oui, oui, pardon, je reviens, parce qu'en fait j'étais en train de rechercher le nom du gars dont je voulais vous parler tout à l'heure et c'est en tapant, enfin ça m'a un peu déstabilisé. Donc, au lieu d'avoir, donc c'est des bons sacs à dos, tu peux mettre plein de trucs dedans, voilà, ils sont profonds, t'as plein de place dedans, c'est l'idéal. Moi j'avais un petit sac à dos Eastpak. Voilà, sac à dos Eastpak. Pas du tout adapté, pas du tout, encore une fois. Et donc, dedans, ce qu'il fallait faire, c'est que, vu qu'on fait un effort physique sans s'arrêter, il fallait avoir suffisamment d'eau, suffisamment de bouffe pour boire, parce qu'il fallait boire quasiment toutes les 5 minutes, un petit peu toutes les 5 minutes. Donc il fallait beaucoup, beaucoup d'eau, quoi. Je me suis trimballé 6 kilos d'eau, bon 6 litres d'eau, donc ce qui fait 6 kilos. 6 kilos d'eau, plus toute la bouffe. Et c'est tout. Voilà, c'est tout.
Donc, la marche aura été très dure. Au bout de 3 heures, je commençais déjà à en avoir marre. La marche a duré 8 heures, donc j'en étais pas là encore à la moitié quand j'ai commencé à en avoir marre. Et donc, les chaussures. J'ai pas eu trop mal aux pieds, mais mes pieds ont pris cher. Mais c'est la douleur que je supportais le plus. Mes pieds ont vraiment, vraiment pris cher. Mais en même temps, des chaussures de sécurité neuves. Il y a un moment où je l'ai un peu cherché. Non, le plus dur, c'était évidemment les quadriceps. Les quadriceps, les ischios, les mollets, etc. Les jambes, ils ont pris de tarif. À la fin, on était en mode automatique. Tu ne peux que marcher en mode automatique. Dans les faits, voilà quoi. Euh, c'était vraiment. Ouais, 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 non, non, c'était vraiment très dur. Et donc, mon sac à dos qui était pas du tout adapté à la fin, ça m'explosait, ça m'a explosé les épaules parce qu'avec le poids, ça m'écrase les épaules. J'avais mal au dos. Vraiment plein de douleurs qui auraient pu être épargnées juste en ayant le bon matériel. Ce qui n'avait absolument pas été le cas en fait. J'étais en jeans, t-shirt, peut-être pas en t-shirt, j'étais en pull parce qu'on était en novembre. Mais quand même, voilà. Donc vraiment, tout était fait pour ne pas être bien. Pour ne pas être bien. Et donc là, pour en revenir à cette personne dont je cherchais le nom tout à l'heure, parce que mon pote, il marchait un peu sur ses pas, c'est David Goggins. David Goggins. Ce mec, c'est un taré. C'est un taré de l'effort physique. C'est un gars qui est mastoc et en fait, il ne vit que pour faire du sport, si vous voulez. Son mantra dans la vie, c'est il faut se sortir les doigts du cul, il faut faire du sport, il faut se mettre bien physiquement, il faut vraiment. C'est la santé mentale en fait. La santé mentale se résout à faire du sport. Bon, j'exagère beaucoup. Hein. Enfin, c'est bon, c'est vraiment pas loin. Hein. C'est vraiment ces vidéos. Vraiment, si David Goggins était avec nous pendant la marche, il aurait été en mode allez-y, faites pas vos tapettes, etc. Enfin, vraiment, le gars. Fou. Et il a un truc, et je m'en suis vraiment rendu compte pendant cette marche. C'est. En fait, selon lui, il a une théorie qui dit qu'à partir du moment, quand tu fais un effort physique, n'importe lequel, par exemple du jogging, euh, à partir du moment où tu commences, où tu en as marre, où tu as envie d'arrêter, donc au moment où globalement le commun des mortels s'arrête, parce qu'il a envie d'arrêter, en réalité tu n'as utilisé que 40% de tes capacités. Et donc ça veut dire que à partir du moment où tu as vraiment envie d'arrêter, où tu sens que ton corps, t'as mal partout, t'as envie d'arrêter, en réalité tu peux faire 60% de plus. Enfin, bah oui, c'est ça, c'est comme ça que ça marche. Tu peux faire 60% de plus que ce que tu as déjà fait. Non, parce que ça marche pas comme ça. Tu peux faire 60% de plus que ce que tu as déjà fait. Ah non, parce que ça voudrait dire que ça fait 60% de ce que tu as déjà fait, alors que non. Ce que tu as fait, ce n'est que 40%. Et donc tu peux faire les 60% restants. Voilà. Donc tu peux faire le double, tu peux faire un peu plus du double que ce que tu viens de faire en fait. Voilà, c'est un peu ça c'est un peu ça l'idée. Je sais pas si c'est une vraie, si c'est scientifiquement prouvé, mais en tout cas, c'est vraiment plus un discours sur le dépassement de soi, qu'il faut aller au-delà, au-delà du mental, de ton cerveau qui en fait fait tout pour ne pas souffrir. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, le cerveau fait tout pour protéger l'individu, pour protéger le corps de toute souffrance. Donc à partir du moment où tu commences à souffrir, ton cerveau, il t'envoie plein de messages pour te dire, gars, faut que tu arrêtes, faut que tu te reposes, faut aller mieux, tu vois. Et donc moi, c'est à partir de la troisième heure et demie que mon cerveau a commencé à me dire arrête. Et en fait, ce qui était plutôt cool, c'est que mon cerveau ne s'est jamais arrêté, en fait. Je pouvais faire n'importe quoi pour essayer de penser à autre chose. Mon cerveau, et en plus, c'était presque très violent parce qu'en fait, c'est pas que le cerveau me disait d'arrêter, c'est que il ne s'arrêtait jamais, en fait. Sans discontinuer, si vous voyez, si vous voulez. Il continuait à me supplier d'arrêter sans discontinuer.
Donc, c'est comme s'il avait un petit piquet et qu'il arrêtait pas de me piquer le dos comme ça, tout le temps. Et le piquet, ça, c'est le arrête, s'il vous plaît. Et c'est vraiment mon cerveau qui disait allez, faut arrêter, arrête, 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 arrête. En même temps, j'avais mes jambes en automatique, mais je ressentais quand même la douleur. C'était horrible. Et donc, mon pote qui était avec moi, lui, ce qu'il essayait de faire, c'était d'entamer la discussion. Justement, pour parler ou pour écouter l'autre, et comme ça, tu penses à autre chose que ta douleur, parce qu'il n'y a pas pire que de se renfermer, de penser à sa douleur. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que il me disait, des fois, il me disait, bah, raconte-moi un souvenir de ton enfance et tout. Je sais pas, juste dit un truc pour parler. Tu vois. Et puis à un moment où lui aussi était fatigué, et là on en revient à ma capacité à ne pas lancer la discussion. C'est-à-dire que, bon, déjà, j'avais pas envie de parler, parce que je me renfermais sur moi, ce qui était assez simple pour moi, parce que c'est ma nature naturelle. Ça ne veut rien dire. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, moi, comme ma nature, c'est de me renfermer, c'est-à-dire que dès le début, en fait, je m'enfermais un peu. Au début, parce que j'avais rien à dire, et puis après, parce que j'avais juste envie d'être tout seul, vous voyez. Même si c'était une mauvaise chose. Et donc, lui, du coup, à un moment, il parlait plus, parce qu'il lui non plus, il en avait pas envie. Mais comme moi, à côté, j'avais plus envie de parler, et j'avais pas envie de parler, on parlait pas, et du coup, pendant très longtemps, on est resté à ne pas parler, à décéder dans notre coin. La dernière ligne droite était affreuse parce que c'était une départementale, une nationale. Non, une départementale qui était très très longue, 1 heure de départementale. Donc une route pas intéressante avec plein de voitures qui passent, un terre-plein central, enfin c'était affreux. Et voilà, et je rentre et le premier truc que je dis c'est plus jamais. Voilà, c'était marrant. J'ai pu voir à quel point, parce qu'on a fait les 8 heures de marche sans s'arrêter, on y a réussi. Mais à quel prix? Et donc je me dis, voilà, c'était intéressant, c'était cool, on a pu voir où est-ce que le corps pouvait aller, mais plus jamais. La douleur était telle que vraiment je ne pouvais plus ne serait-ce qu'envisager de le refaire. Et vraiment les 2 jours suivants, mais on était comme des grands-pères, c'est-à-dire que dès qu'on voulait marcher, on se levait, on faisait comme ça et puis on marchait. Et là, le lendemain matin, on devait aller acheter un petit déj dans le supermarché d'en face, la rue d'en face. On a pris 30 minutes parce qu'on marchait comme ça à petits pas. C'était affreux. C'était affreux. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que le cerveau, mon cerveau, à l'heure actuelle, a oublié cette douleur. Pourtant, je vous raconte ça, je vous dis la douleur était affreuse, etc. Mais je n'arrive plus à me la visualiser. Et pourquoi? Parce que le cerveau, là, il veut me protéger, en fait. Mais ce qui est assez, du coup, contre-productif, c'est que je peux éventuellement plus facilement retomber là-dedans, refaire une marche, parce que là, vu que j'ai oublié la douleur, vu que je ne peux pas me la représenter, mon cerveau n'est plus vraiment traumatisé, vous voyez. Donc en fait, je pourrais refaire une marche et redouiller. Mon pote a refait une marche récemment avec d'autres gens, ils ont fait 62 km, 2 fois plus quasiment. Donc ils ont marché pendant 12 heures sans s'arrêter. Autant vous dire que déjà, rien que d'y penser, ça m'a un peu déprimé, donc j'ai pas participé. Mais en soi, j'aurais pu. J'aurais pu, j'aurais tout simplement pu. Mais ouais, les douleurs, c'est un truc assez exceptionnel. Parce que, par exemple, je sais pas quelle a été votre plus grosse douleur, mais euh, moi, en fait, j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs souvenirs de douleurs affreuses. Je pense que rien ne peut être plus fort que la douleur au niveau des couilles. Je sais pas pour les hommes, bien sûr, de sexe masculin qui regarderaient cette vidéo et qui seraient toujours là. Je sais pas si vous avez déjà subi une douleur des couilles, mais je pense que c'est indiscutablement la pire douleur possible. Ça et au niveau des dents. La douleur au niveau des dents, ça peut être pas mal aussi parce que j'ai vécu les deux. La douleur des couilles, je vais vous la raconter parce que
Je pense qu'on n'est pas très, vous n'êtes pas très nombreux, donc on est un petit comité. C'est des trucs que je peux vous dévoiler. Je suis en train de dormir et puis d'un coup j'ai mal à la couille droite. Mais vraiment douleur. Ça commence à être inquiétant, tu vois. On est au milieu de la nuit, hein. Et vraiment ça me réveille en fait. Terrible douleur. Ah vraiment ça me lance. Ça me lance. Je me dis là il y a quelque chose de pas normal quand même. C'est quand même une douleur qui est pas normale du tout. Et je décide quand même de toucher le bazar pour voir parce que ça a l'air d'être quand même gros. Et là effectivement, je ne reconnais pas la forme. En fait, c'est devenu tout dur. Ça a durci. Et même la forme, on aurait dit qu'elle a été toute, je sais pas, toute refaite en fait, qu'elle aurait été malléable et qu'elle aurait été déformée, écrasée comme ça, et puis que la pâte aurait durci. Étrange. Là, un peu la panique. Et, euh, et donc je commence à avoir le réflexe. Donc là, je me prends le réflexe que tout le monde a évidemment, qui est d'aller chercher sur internet ce qui se passe. Et donc je cherche sur internet et puis voilà, évidemment ça me sort toutes les horreurs. Vous avez une torsion testiculaire, vous avez je ne sais pas quoi, un truc, faut aller à l'hôpital tout de suite. Du coup moi normal, qu'est-ce que je fais? Mes parents sont en bas, mon père est médecin, hein. Je décide, en tout bien tout honneur et en personne responsable, de ne rien faire et de me dire ça va passer. Donc je vais me coucher, sachant que par exemple la torsion testiculaire, bon ça pouvait pas être une torsion testiculaire, hein. Mais la torsion testiculaire, il faut agir dans les 6 heures, hein, sans quoi il faut enlever le bazar, hein. Je dis ça comme ça. Je savais que c'était pas une torsion testiculaire parce que, en fait, il y a une technique. Donc, si un jour vous avez mal aux couilles et que vous avez peur d'avoir fait une torsion testiculaire, mais vraiment très mal aux couilles, hein, il y a une petite technique pour ça que j'ai apprise. En fait, se, faut se chatouiller l'intérieur de la jambe. Faut- il faut se chatouiller cette partie-là. Là. Et en fait, en faisant ça, votre couille remonte automatiquement. Et quand vous avez une torsion testiculaire, votre couille ne remonte pas. Donc, donc si vous avez un doute, vous faites ça et quand votre couille remonte, c'est que vous n'avez pas de torsion testiculaire. Donc, votre douleur est potentiellement moins grave. Enfin, pas potentiellement, elle est moins grave. Voilà, c'était un petit truc, un petit tips. Et en fait, j'en suis venu à la conclusion à la fin, parce que le lendemain, tout allait mieux, hein. Elle avait repris sa forme normale, elle est devenue fonctionnelle normalement. Moi, ma théorie, c'est que du coup, en fait, j'ai dormi dans une mauvaise position et j'ai tout simplement écrasé ma couille, ce qui a provoqué une vive douleur. Sinon, quand j'étais petit, j'ai eu une cystite aussi. Alors ça, c'est un truc que je vous conseille de ne pas avoir. Je vous déconseille fortement d'avoir une cystite. Si vous envisagiez d'avoir une cystite, je vous dis abandonnez tout de suite. Parce que c'est une très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Si vous voulez, c'est une très mauvaise idée parce que c'est très douloureux d'une part. Et, et puis d'une autre part, c'est chiant en fait. J'étais petit et c'est affreux parce que donc pour ceux qui l'ignorent, c'est une infection urinaire, hein. Mais vraiment c'est très douloureux. En fait, moi ça a atteint un stade où il y a un moment où j'ai même pissé du sang. C'est-à-dire que j'étais là, j'avais tellement mal que je me retenais de pisser. Il y a un moment, je devais pisser dans un flacon pour faire des essais, pour faire des tests à la clinique. J'ai refusé tellement ça me faisait mal. Et il y a un moment où j'ai lâché j'ai lâché parce que musculairement je pouvais plus tenir, mais il y a du sang. Bah bref, et pourquoi je vous raconte ça? Là c'est le moment où vous avez pas envie d'entendre ça, donc je vais passer à une autre douleur très désagréable. Autre douleur, c'était au niveau de la dent. Je sais pas si c'était la dent de sagesse, mais là en fait, je me dis que j'ai pas envie de parler de ça. Pas parce que c'est privé ou quoi, c'est juste que j'ai la flemme. J'ai la flemme. Est-ce que je continue quand même? Non, mais en gros, une vive douleur. Ça enfle, ça s'est mis à enfler. Horrible douleur. À tel point que je pouvais plus mâcher. Le moindre mouvement de mâchoire, ça me faisait. C'était horrible, je pouvais plus parler. Je pouvais plus ouvrir la bouche.
La nuit, la première nuit où j'ai eu cette douleur-là, je ne pouvais pas dormir en fait. Impossible de dormir, tellement la douleur. Tu sais, ça me lance, ça te lance. C'est dans les visiteurs, là, le gars, là, ça le lance quand il a une rage dedans. C'était vraiment la même chose. Pareil, c'est parti, puis c'est plus jamais revenu. Tant mieux, hein, et j'espère que ça reviendra plus. Voilà. Voilà, ça pour dire que ça, c'est des douleurs. Je me souviens les avoir eues, mais mon cerveau ne peut plus les conceptualiser. Et tant mieux, j'ai presque envie de vous dire. Et tant mieux. Et, euh, et voilà, et j'ai quand même eu de la chance parce que ça a toujours été des trucs éphémères. C'est-à-dire que, vu que j'ai été quand même d'un naturel à me dire on va attendre et ça va passer, si effectivement c'était des problèmes plus sérieux, ça aurait pu être dramatique. J'aurais pu mourir encore une fois, hein, je vous le dis. Euh, Ça, c'est un peu mon grand-père aussi qui a cette mentalité-là de souffrir en silence et de pas le dire. Et en fait, tu te rends compte bien après que en fait, pendant tout ce temps, il souffre, il souffrait. En fait, c'est juste, il te dit rien. Il est là pendant les repas de famille ou quoi. Il est là, il discute. Mais en fait, intérieurement, il souffre parce il a telle maladie, tel truc. Et donc, en fait, moi, je suis un peu pareil. Hein, j'ai mal, je laisse passer. J'ai beau être matinal, mais j'ai mal. Voilà quoi. Voilà, voilà, voilà. Et donc voilà, donc le cerveau ne retient pas les choses. Et donc là, c'est le moment, il me semble, où j'ai fait le tour du sujet, et donc je dois trouver autre chose à dire. Et donc là, on en revient au début, où je vous dis que je ne sais pas faire la conversation et trouver des sujets. C'est déjà formidable. 27, là ça fait 46 minutes j'enregistre. Oui, parce que du coup, j'ai fait ce que je n'avais pas voulu faire, mais j'ai coupé sans faire exprès tout à l'heure. Techniquement, je me suis jamais arrêté de parler, c'est-à-dire que quand je me suis rendu compte que ça avait coupé, j'ai relancé et j'ai repris là où ça a coupé. Et normalement, si je dis pas de conneries, j'espère pas, ça n'a pas coupé trop longtemps. Normalement, je me suis rendu compte assez vite que ça ne filmait plus. Et, ouais, en fait, c'est là qu'on se rend compte que tout n'est que cycle. Tout n'est que cycle. Et en fait, c'est assez amusant de réaliser que euh, tout ce qui compose l'univers, tout est régi par la même chose, peu importe l'échelle. Peu importe l'échelle. C'est-à-dire que là, un cycle vient d'être fait. Au début, je vous dis que j'ai du mal rien n'est écrit, hein, rien n'est écrit. Au début, je vous dis que j'ai du mal à trouver la discussion, à trouver les sujets de discussion. Une fois qu'on est parti sur un truc, ça va, mais après, faut savoir rebondir. Ça me fait enchaîner sur un sujet et tout. Je parle, et paf, le sujet est clos et on revient au début. Le cycle est fait. Dans l'univers, c'est la même chose. Je veux dire, l'histoire de la Terre ne repose que sur des cycles. T'as eu l'âge, bon, j'ai plus les noms exacts, mais avec le paléolithique, toute la préhistoire, etc. T'as eu les dinosaures, le cycle. T'as eu plein d'extinctions d'espèces totales, enfin pas totales, mais d'extinctions massives du moins. La vie qui se crée, qui s'efface, une nouvelle vie qui se recrée, qui se réefface, etc., etc. La mode, t'as des trucs qui reviennent, par exemple typiquement les vinyles. Bah, il y avait eu l'âge d'or des vinyles parce que c'était le meilleur moyen à l'époque pour conserver la musique et écouter de la musique. Après, avec l'arrivée du digital, ça a dit complètement disparu, c'est devenu ringard. Et là, ces 10 dernières années, c'est revenu. Vous voyez, c'est quand même la mode, les vêtements, t'as des styles vestimentaires qui reviennent, etc., etc. Et puis voilà, les planètes, elles ont un cycle autour du Soleil. Je veux dire, l'existence même d'une étoile,
est due à la mort d'une autre étoile. C'est-à-dire que tu as une étoile, elle naît, donc par l'agglomération de gaz, de chaleur, la pression que tout ça crée, ça crée ça crée une étoile en fait. L'étoile, elle vit, elle vit, elle vit, elle vit. Après, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Elle se refroidit. Paf, elle implose. Ça fait une supernova. La supernova, elle crée un nuage, une nébuleuse, qui va elle-même, donc une nébuleuse, c'est un nuage de gaz, hein, de plasma, qui va elle-même créer une nouvelle étoile. Voilà. Alors peut-être que là, je dis des conneries. Peut-être que je dis des conneries et que je vais être débunké dans les commentaires. Si c'est le cas, débunkez-moi, hein, bien sûr. Mais il me semble que c'est ce que j'avais vu. Il me semble que les nébuleuses, c'est des étoiles mortes qui ensuite créent une nouvelle étoile. Par exemple, le Soleil a été créé par une nébuleuse et la nébuleuse provenait d'une autre. Enfin, c'est un peu les cendres d'une ancienne étoile, il me semble, hein. Après, peut-être que je dis des conneries. Je vais demander à ChatGPT. Une nébuleuse est-elle le reste d'une étoile morte? Là, je vais être débunké en direct. Parfois oui, mais pas toujours. Ouais. Nanana, beaucoup plus violente. Attends, mais du coup, est-ce qu'une étoile qui naît d'une nébuleuse... Non, c'est pas bien formulé. Mais du coup, est-ce qu'une nébuleuse qui forme... Putain, j'arrive pas à écrire. Plus tard, une étoile était-elle elle-même une étoile? Pas nécessairement, mais en partie oui. Bon, on va dire que ce que j'ai dit est vrai du coup. Pas nécessairement, mais en partie oui. Voilà, tout n'est que cycle en fait. Et ouais, c'est. Non, mais c'est super intéressant. Moi, j'ai toujours bien aimé comment l'astronomie. Et, euh, et depuis que je suis tout petit, j'ai trouvé ça passionnant. La conquête spatiale, vraiment, depuis les missions, depuis les premières missions soviétiques jusqu'à aujourd'hui, en passant par Apollo, toutes les missions, les navettes spatiales, etc. Ça m'a toujours passionné. Là, récemment, avec Artemis 2, je suis retombé en enfance. J'ai pas loupé une miette de la mission. Putain, incroyable. Je trouve ça fou que des gens préfèrent passer leur temps à juste tout remettre en question et à kiffer remettre en question, à prendre du plaisir, à ne pas être comme les moutons qui suivent bêtement ce qu'on leur fait croire, ce que le gouvernement leur fait croire, alors que c'est juste tellement beau et pourtant si vrai. Genre c'est irréfutablement vrai en fait. Et c'est tellement beau, putain, d'envoyer. Parce que même si t'as l'aspect politique, évidemment, ça a toujours été très politique. Il y a rien derrière en soi la mission Artemis. Le programme Artemis ne sert pas à grand chose. Ouais, c'est purement politique, mais c'est quand même. C'est tout le symbole qui va être démontré après, qui va être pris par toute la communauté scientifique derrière. Parce que tu as les motivations qui valent pas grand chose, mais après tu as tous les mecs qui bossent dessus, qui ont des étoiles dans les yeux, qui marchent sur les pas d'Apollo. L'équipage qui était incroyable, ils étaient tous adorables. Euh, Même sur les missions Apollo, en soi, c'était purement politique, c'était juste devancer les Russes. Mais derrière, t'as les scientifiques qui ont profité de ce truc-là pour aller récupérer des roches lunaires, pour ensuite analyser le truc. Voilà. Moi, je trouve ça beau comment après, la récupération qu'il y a, en fait. T'as la politique et la récupération scientifique derrière, et les scientifiques qui sont toujours là, quoi. Moi, je trouve ça beau, et puis ça met des étoiles dans les yeux. Moi, je suis redevenu un enfant. Ça m'a rappelé à l'époque, c'était il y a 10 ans. Bon,
on s'en souvient plus trop aujourd'hui, mais c'était l'ESA qui avait envoyé une navette, une sonde autour d'une comète Churyumov-Gerasimenko, là. C'était Philae, là, la mission Philae, je sais plus comment s'appelait l'autre, la sonde. Philae, c'était le module qui allait se poser, ils étaient en direct, ils avaient transmis ce truc-là en direct, et je me souviens, devant la télé, je me suis dit, mais c'est incroyable, on pose un instrument, un objet humain sur une comète. C'est lunaire en fait. Bon, au final, ils se sont gourés, ils se sont viandés, et le truc s'est écrasé sur la comète, donc ils n'ont pas pu faire tout ce qu'ils voulaient faire. Mais c'était quand même, je me souviens que c'était quand même un moment important quand j'étais gamin. Donc là, de suivre Artemis 2 et puis plus tard, s'ils réussissent à le faire, parce qu'on sait que au niveau du budget, etc., la NASA, ils font que changer leur programme. Mais s'ils réussissent effectivement à se poser sur la Lune, moi, je trouve ça incroyable en fait. C'est un rêve quoi. Et ouais, donc je me suis toujours intéressé à ça. Et notamment sur la construction, la création de l'univers. C'est en fait. Bon, moi je suis athée, je crois pas en l'existence de Dieu, mais je comprends enfin, que les croyants puissent croire à ça, puissent avoir la foi, parce que, en fait, le fait que la Terre soit habitable dépend de tellement de facteurs qui relèvent de la coïncidence. Déjà, la création de la Lune, déjà sans la Lune, on ne serait pas là. Et même le fait que la Lune est ce qu'elle est maintenant, elle repose sur tellement de facteurs, mais c'est quand même un truc de fou furieux. Je sais pas si je vais toutes les avoir en tête, les coïncidences, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est-à-dire que la théorie, la plus probable par rapport aux analyses qu'on a faites, c'est que tu avais une autre planète un peu plus petite, de la taille de Mars à peu près, qui était proche de la Terre et qui a percuté la Terre. Et en fait, en percutant la Terre, du coup, tu as une propulsion, une éjection des roches terriennes et des roches de l'autre planète, qui se sont ensuite agglomérées et qui ont créé la Lune. Et en fait, selon la théorie, la percussion, de la planète sur la Terre, là, elle aurait incliné la Terre sur son axe de rotation, ce qui, donc là, crée les saisons. Les saisons qui sont fondamentales pour le développement de la vie. Ensuite, t'as la Lune qui, en tournant autour de la Terre, a permis de stabiliser la Terre, parce que la Terre, avec le choc, bah, elle tremblait de partout, en fait. Elle était instable de fou. Et grâce à la gravitation de la Lune, elle a réussi à stabiliser la Terre pour qu'elle puisse être plus immobile, tourner autour d'elle, et puis justement avoir suffisamment comment on peut appeler ça, de, j'ai perdu le mot, voilà, là on revient, que ça soit suffisamment stable pour que la vie puisse se développer sans problème. Puis plein d'autres trucs, le fait que la Lune se trouve exactement au bon endroit pour que la vitesse de sa rotation soit équivalente à la vitesse de révolution. C'est-à-dire qu'elle tourne aussi vite autour d'elle-même qu'autour de la Lune, qu'autour du Soleil. C'est pour ça qu'on voit la même face. Enfin, vous voyez, enfin, il y a plein de trucs. Et puis, j'en oublie. Il y a les marées. C'est la Lune qui provoque les marées, etc. Enfin, t'as tellement de trucs et tu te dis, mais ça ne tient à rien du tout. Et peut-être même que le fait que la planète ait percuté la Terre, ça a déplacé aussi la Terre et l'est placée dans une zone, dans la zone habitable. On ne sait pas, enfin peut-être. Enfin, il y a plein de trucs. Puis même, tu as la présence de Jupiter qui permet de protéger la Terre des gros astéroïdes. Enfin, c'est passionnant en fait. Je trouve ça juste passionnant. Au-delà de tout le truc scientifique, mathématique, les formules, les lois de Kepler, de mes couilles et tout, tu as quand même cette beauté naturelle et organisée de l'univers. Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique et vous devriez un peu vous intéresser à ça parce que l'univers regorge de choses magnifiques dont on n'a pas forcément conscience sur cette petite planète dans laquelle nous vivons. Et, euh, et moi, ça me fait relativiser. Je me dis, mais putain, mais c'est fou que dans cet univers, on soit
une espèce dotée de conscience qui ait créé une civilisation qui nous fasse payer des impôts, qui nous fasse travailler, etc. Alors que on pourrait être juste là des êtres qui broutent dans la prairie et à juste vivre avec le temps qui passe au jour le jour et ne pas se soucier des problèmes et juste vivre quoi. Voilà, normalement si mes calculs sont bons, c'est fini là. Merde, je me suis trompé. Bah là c'est fini, ça fait 1 heure que je parle. Normalement, hein. Si je dis pas de conneries. Si je dis pas de conneries, parce que du coup j'ai plus le timing final vu que j'ai coupé la vidéo. Donc vu que ouais là normalement ça fait 1 heure, ça fait plus d'1 heure que ça filme. Bon voilà. C'est la fin. C'est la fin de cette petite vidéo. Pour ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout, n'hésitez pas à commenter la phrase. Voilà, commentez ça. Commentez ce que je viens de dire là. Et puis voilà, c'était plus simple que ce que je pensais. J'espère avoir été suffisamment intéressant. Je vais pouvoir boire de l'eau parce que je sens que ma voix n'est plus aussi douce qu'avant. Et puis voilà, moi je vous dis merci si jamais vous avez regardé, merci. Puis au revoir.